Invitation à un voyage sensoriel qui transporte l'espace d'un instant au bord de l'océan. Produit sain et authentique que chacun imagine être le fruit du simple travail de l'ostréiculteur et de la nature. Pourtant, le vernis de cette image idyllique craque. Manger une huître naturelle et née en mer devient chaque jour un peu plus rare. Au début des années 90, scientifiques et ingénieurs agronomes décident qu'il est temps pour l'ostréiculture d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où la science permettra de produire plus vite et plus facilement. De leurs recherches va naître une biotechnologie qui va transformer l'huître en un produit plus performant. L'huître triploïde. Le golfe du Morbihan, c'est formidable. On est très ensoleillé, on n'a jamais froid, on n'a jamais trop chaud. Les huîtres se placent très bien et nous aussi. On les retourne pour optimiser la pousse. Démailler les petites qui sont un petit peu collées dedans, voilà, c'est bon. C'est pour éviter qu'elles se collent les unes aux autres, les arrondir un petit peu. Voilà, donc celle-ci c'est bon. On la met debout, hop. Un petit coup sec. Voilà, c'est bien. En Méditerranée, il n'y a pas de marée. Donc on est en suspension, l'élevage est en suspension, on élève les huîtres donc en eau profonde. C'est-à-dire que les huîtres sont suspendues. Claude prend le bateau le matin. Il va nous chercher du travail, donc il va chercher des huîtres à détroquer, à nettoyer. On les prépare à terre, on les remet dans des poches, qu'on appelle pochons ici, et qui repartent sur les tables pour la période de finition. Donc Claude reprend le bateau, ramène les huîtres dans nos tables. Les huîtres naturelles, c'est 3-4 ans. Hein. C'est au minimum 3 ans, et oui, voire 4. Hein. On est sur un cycle long. Hein. Nous, on travaille des huiles naturelles, c'est tout. Il n'y a pas besoin de laboratoire. Hein. Aujourd'hui, on a encore la reproduction naturelle. On peut continuer encore à faire de l'ostréiculture avec un grand O. Mais si on achète tous nos bébés dans des laboratoires,
c'est plus quand même le métier, enfin c'est pour ma part, c'est pas le métier que j'ai choisi. Hein. Ben aujourd'hui, on pose les collecteurs. Ces collecteurs-là, c'est des tuiles Cholet. Ça, c'est, si on veut, une spécialité du bassin d'Arcachon qu'on met dans l'eau pour capter, pour attraper les petites larves huîtres. Alors, les huîtres, ici, elles sont pondues la semaine dernière. Donc, ça fait une semaine qu'elles nagent dans l'eau. Donc, les courants vont les amener, ils vont nager dedans et ils vont se fixer, coller là-dessus. C'est vraiment le collecteur traditionnel. Aujourd'hui, on a plein d'autres collecteurs aussi. On a des coupelles qu'on voit là derrière, qui sont en plastique, on a des tubes, etc. C'est le début de l'ostréiculture, le captage de huîtres. Moi, je fais ça depuis bientôt 40 ans, quoi. Les huîtres vont se fixer, fin juillet, début août. Donc ces collecteurs, on ne va pas y toucher. On va laisser passer l'automne et une moitié de l'hiver. Et quand on va passer les fêtes de Noël, on va commencer à lever les collecteurs pour récupérer le petit naissin. Alors, la petite huître s'appelle le naissin. Hein. Alors on va le récupérer quand elle est grosse, comme une pièce de 2 centimes d'euros à peu près, grosso modo. Hein. Et donc on va essayer de faire un bon captage cette année. Traditionnellement, toutes les huîtres naissent au même endroit. Arcachon et Marennes-Oléron, c'est les 2 bassins de naisseurs. Et puis elles partent en essaim dans les différents bassins, de la Normandie jusqu'à la Méditerranée. Ce que j'adore de ce métier, c'est qu'on est en plein lien avec la nature. Si je me suis mis ostréiculteur, c'est avec cette notion de faire un produit entièrement naturel. C'est comme ça que je conçois mon métier. J'ai un parc de captage à Arcachon où je capte mes huîtres. Voilà. Et je ramène mon essaim au bout de 6 mois. Je le ramène sur les parcs là. Et après, pendant 3 à 4 ans, il pousse, c'est pour arriver jusqu'à la taille marchande d'huîtres. Voilà. L'ostréiculture traditionnelle commence au moment où les larves d'huîtres naturelles se fixent sur le collecteur. C'est ça l'ostréiculture. Le captage naturel de l'huître est une pratique immuable. Il y a 2000 ans déjà, les Romains pratiquaient l'ostréiculture de cette manière. Aujourd'hui, cet héritage ancestral est remis en cause. Il y a une vingtaine d'années, on a entendu qu'il y avait une huître extraordinaire qui allait apparaître. On ne connaissait pas l'huître, l'OVM, l'organisme vivant modifié. On ne connaissait pas encore tout ça. Cette huître stérile, si, on s'est quand même posé des questions sur comment ils la fabriquaient. Enfin, on s'est dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore. On s'est quand même dit ils sont en train de jouer quoi, avec le produit. On avait un produit fiable. Moi, je me souviens, c'est une biotechnologie où beaucoup se posaient des questions, mais sans trop se les poser, en se disant bon, ça, de toute façon, ça va pas faire long feu, ça va peut-être pas durer, donc voilà, ça va sûrement rester là. Et puis en fait, bon, au final, maintenant, c'est une huître qui est produite à très grande échelle, on va dire.
mon choix dans mon entreprise, c'était de faire de la triploïde. À travers les écloseries, aujourd'hui, on fait un travail spécifique d'évolution génétique de l'huître. Alors ça paraît toujours un peu bizarre de parler d'évolution génétique pour l'huître, mais on a fait ça pour toutes les espèces vivantes, les vaches, les fraises, les saumons. L'huître, c'est pas de la cueillette, c'est vraiment une production, un élevage sur lequel on intervient. Et donc c'est aussi légitime de faire évoluer les caractéristiques de l'espèce pour qu'elle s'adapte. L'Ifremer est un organisme public chargé de développer l'exploitation des ressources maritimes et d'en assurer la protection. Cet institut est à l'initiative de l'introduction des huîtres chromosomiquement modifiées en France. Elles sont élaborées ici, dans le laboratoire de recherche génétique de la Tremblade. Le laboratoire ici est particulièrement impliqué dans des recherches en termes de génétique pour permettre d'apporter un certain nombre d'innovations au secteur professionnel et en particulier au secteur de la conchyliculture. La première méthode, c'est l'utilisation de produits chimiques au moment de la fécondation entre huîtres naturelles et en particulier la cytocalasine B ou une autre molécule, le 6-DMAP. Pour élaborer les huîtres modifiées, les scientifiques de l'Ifremer ont d'abord utilisé un procédé connu sous le nom de méthode chimique. Ils reproduisent en laboratoire 2 huîtres naturelles qui possèdent 2 lots de chromosomes. Ils vont ensuite répandre sur les semences un produit chimique toxique qui va provoquer sur les larves issues de cette reproduction une dégénérescence chromosomique. Avec cette manipulation, on obtient alors une génération d'huîtres triploïdes. Elles n'ont pas 2, mais 3 lots de chromosomes. Cette anomalie génétique rend l'huître triploïde non laiteuse, c'est-à-dire stérile. Elle apparaît donc comme un produit idéal pour les ventes d'été. Les rendements de triploïdisation n'étaient pas forcément excellents avec ce type d'approche et donc on est passé à de la production d'animaux triploïdes en utilisant des animaux mâles tétraploïdes. Au début des années 2000, Ifremer fait évoluer la technique d'élaboration des huîtres triploïdes grâce à l'invention des huîtres tétraploïdes. En effet, les huîtres modifiées obtenues grâce au premier procédé ne semblent pas assez performantes. Cette nouvelle technique pousse plus loin la manipulation. Les huîtres triploïdes, produites grâce au procédé décrit précédemment, sont croisées avec des huîtres naturelles. Un produit chimique est encore répandu pendant la fécondation. Les scientifiques de l'Ifremer obtiennent alors des huîtres tétraploïdes. Et donc à partir du moment où on utilise des animaux tétraploïdes, eh bien effectivement on croise un mâle tétraploïde avec une femelle naturelle et effectivement on obtient systématiquement des animaux triploïdes. Le risque zéro n'existe pas en biologie. Le problème, effectivement, avec les animaux tétraploïdes, c'est que ces animaux s'échappent dans l'environnement et qu'on se retrouve avec des animaux triploïdes dans des sites de captage naturel, donc bassin de Marais-Noléron, Arcachon, et donc un risque, effectivement, sur la stérilisation du milieu naturel. À partir du moment où on utilise ce type d'animaux, il y a un risque inhérent à cette utilisation. En raison du risque que les huîtres tétraploïdes représentent pour l'environnement et à cause de la dangerosité des produits chimiques utilisés pour les produire, uniquement Ifremer est autorisé en France à créer ces animaux. Les mâles tétraploïdes sont vendus par Ifremer à des entreprises spécialisées dans la vente d'huîtres triploïdes, les écloseries. Il suffit à une écloserie d'acheter quelques supergéniteurs tétraploïdes pour faire ses propres reproductions et produire des millions d'huîtres triploïdes. Le fait que l'Ifremer travaille sur ces aspects a été bien entendu porté à la connaissance de la profession
Et un certain nombre de personnes étaient intéressées. Donc on a eu toujours le schéma de 50% pour, 50% contre, les pour étant ceux qui en profitaient, les contre ceux qui voyaient les autres en profiter, quoi. C'est marrant que vous me disiez faire le choix parce que j'ai pas l'impression que j'ai fait beaucoup de choix. Les choses sont venues un peu comme ça. J'étais demandeur d'informations quand je suis arrivé dans ce métier, je connaissais pas grand-chose. Donc j'ai échangé beaucoup avec ces gens-là et ils étaient en train de développer les triploïdes. On a eu cette opportunité, on l'a saisie et on a commencé à produire des triploïdes. Ils font de la reproduction dans des bacs. Hein. Vous pouvez avoir jusqu'à plusieurs millions d'unités dans une petite bassine de rien du tout. Hein. Ils ont le monopole de la triploïde puisqu'en fait, si un ostréiculteur veut faire de l'huître triploïde, il est obligé d'aller acheter des graines chez un écloseur. Donc voilà, donc on est sur un modèle un peu qui ressemble à l'agriculture quand même. Hein. C'est pas du Monsanto, mais on n'est pas loin. On essaye de faire des semences sélectionnées. C'est-à-dire que on veut arriver à ce qui se fait en agriculture, parce qu'on peut toujours critiquer l'agriculture. Quand vous regardez un champ de maïs, vous avez l'impression de voir un seul pied de maïs, et les centaines de milliers qui suivent sont tous pareils. Et bien vous avez raison, ils sont tous pareils. Et ça c'est quand même sympa, quand on doit produire de la matière alimentaire, d'avoir une grande homogénéité dans le résultat, surtout quand c'est beau. Donc les huîtres, l'idée que je m'en faisais depuis le début, c'était d'aboutir à terme à cette homogénéité irréprochable en termes de qualité de forme, qualité de couleur, tout ce qui fait que le consommateur adore ce produit. Les huîtres, c'est pas des champs de blé ni des champs de maïs. Des parcs à huîtres, c'est autre chose. Du captage qu'on est en train de faire jusqu'à la commercialisation, on ne fera aucun traitement, on va le laisser croître dans son milieu jusqu'au moment de les vendre. L'ostréiculture, c'est ça pour moi, ça reste quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me fasse mon produit, la nature me le donne. On a fait la triploïde, on a appelé ça joliment huître des 4 saisons, pour pallier la période de laitance où les gens, effectivement, ne mangeaient pas trop d'huîtres parce que les huîtres étaient laiteuses. Ça a été fait pour ça au départ. Une huître laiteuse, en fait, on va dire, elle reste difficilement mangeable entre le 20 mai et le 10 juillet. Mais ça fait pas beaucoup, ça. Ça fait jamais qu'un mois et demi. Dans une huître naturelle, on a des huîtres qui sont différentes tout au long de l'année. Sur une huître triploïde, c'est linéaire, elle est toujours pareille. Voilà. Et ça, c'est pas la nature, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'été, il n'y a rien. Une huître naturelle, elle va se développer au printemps. À la fin du printemps, elle est très goûteuse, d'ailleurs, c'est un petit goût de noisette. Après ça, elle va pondre et elle va démarrer, ça pousse à nouveau au mois de septembre pour se faire une belle graisse d'hiver et très belle en qualité pour les fêtes de fin d'année et jusqu'à la fin du printemps suivant. La saisonnalité donne l'envie. C'est-à-dire que quand tu manges voilà, moi je vais manger des tomates, quand c'est fini, mes tomates, je n'en mange plus une jusqu'à la saison prochaine. C'est-à-dire que je vais me régaler quand je mange la prochaine tomate. Voilà. Mais les huîtres, c'est pareil. Les huîtres, c'est pareil. Les moules, c'est pareil. Moi, tu ne me feras pas manger une brazucade en plein hiver. Les huîtres stériles ou les huîtres triploïdes sont toutes de la même forme, de la même couleur. Voilà, quoi, c'est pareil, c'est comme le reste dans la standardisation des produits. Et c'est dommageable et inutile, quoi. On a énormément désaisonnalisé nos ventes. On faisait 80% de notre chiffre d'affaires en décembre, on ne fait plus que 17%. Donc on a besoin d'huîtres tout au long de l'année. Et la triploïde est une huître stérile, donc ne produit pas de gamètes, ne devient pas laiteuse. Et donc on peut les vendre toute l'année. En s'affranchissant des rythmes naturels, l'huître triploïde permet une commercialisation débridée. Cette nouvelle venue engendre des changements profonds qui pourraient ne pas être sans conséquences. Ce qui a rassemblé les ostréiculteurs traditionnels, c'est tout le débat autour des triploïdes. Chacun peut avoir ses convictions. Pour moi, c'est définitif. S'il faut passer par les closeries et les triploïdes, j'arrête l'ostréiculture. C'est très clair, c'est très net.
Quand l'association s'est montée, j'ai été approché par des collègues et je me retrouvais complètement dans leurs idées parce que je défendais ces valeurs, de faire des huiles naturelles qui ne sont pas issues du laboratoire. Dans les ostréiculteurs traditionnels, nous avons des valeurs communes. Respecter le produit, rester sur le naturel, rester sur la saisonnalité, informer le consommateur qui puisse faire la différence entre une huître naturelle née en mer et des huîtres d'écloserie triploïdes. Pour pallier au fait qu'il n'y avait pas d'étiquetage sur la triploïde, on a dit très bien, on va monter une association pour étiqueter nos produits naturels. Et donc c'est ostréiculteurs traditionnels, huîtres nées en mer. Aujourd'hui, il y a des huîtres qui viennent de laboratoire et des huîtres qui viennent du milieu naturel. Qu'est-ce qu'on me dit à moi? De me taire. Une huître, c'est une huître, t'as pas à leur dire quoi que ce soit. C'est ce que les collègues me disent. Nous ne sommes pas beaucoup, parce que les gens, ils ont peur d'être stigmatisés, d'être montrés du doigt. Les autres ostréiculteurs pourraient peut-être dire que si on est minoritaire, c'est qu'on ne tient pas la vérité. Je pense plutôt qu'on est des précurseurs. Et que dans quelques années, ces valeurs autour de l'environnement, du respect des cycles naturels, reviendront au goût du jour. J'ai adhéré aux ostréiculteurs traditionnels parce que je trouvais ça intéressant que quelqu'un, une association en regroupement d'ostréiculteurs, puisse poser la question sur quel avenir à l'ostréiculture. Je pense que du coup l'OT amène un contre-pouvoir à la tendance aujourd'hui de productivisme ostréicole. Quel regard je porte sur le petit noyau des ostréiculteurs traditionnels? Moi je dirais un regard de tolérance dans un premier temps. Parce que bon, et ça représente une poignée de 20 personnes sur 3500 ostréiculteurs français. Ils ont des idées en tête qui sont des idées qui leur paraissent fondamentales pour l'avenir de la planète, pour leur avenir à eux, je ne sais pas. Bon. Sous prétexte que c'est naturel, ça devient la règle absolue. C'est de l'intégrisme. Donc moi, je ne veux pas de ça. On a rendu tabou le fait de faire de la triploïde, il fallait pas en parler, donc voilà, ça commence à sortir et c'est très bien. Quand on en parle aux consommateurs, aujourd'hui, on dérange un peu, effectivement. Donc ça met, on va dire, une mauvaise ambiance dans le métier. On ne peut pas vraiment avoir de dialogue, c'est grave quand même. Un pro écloserie, on ne parle pas de triplo, c'est un sujet tabou. Alors qu'on est en plein dedans, on est en plein dans la problématique. On rentre dans un débat idéologique. Et moi, ça me gêne toujours. Je veux bien tout entendre, il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas fermé. Néanmoins, d'un point de vue économique et strictement économique, cette huître nous a permis de faire un développement d'entreprise beaucoup plus conséquent que si on l'avait fait à travers une huître naturelle. Une entreprise, il faut qu'elle soit rentable économiquement. Il y a pas, voilà, on n'est pas, c'est pas oui chez les bisounours là. Il y a quand même des choses concrètes. Ils pourront faire ce qu'ils veulent à critiquer ces produits. À la base, au fond du fond, le produit est excellent et le consommateur l'a reconnu dès le début. Avec aujourd'hui des marchés qui se chiffrent en dizaines de milliers de tonnes. Le problème est terminé. La triploïde, au départ, c'est un grand mensonge parce que la triploïde, elle n'a pas été faite pour suppléer les huîtres laiteuses à un moment donné. Elle a été faite pour faire rentrer l'huître dans le productivisme. Les huîtres triploïdes poussent plus vite pour une très simple raison, c'est qu'elles ne se reproduisent pas. Au lieu d'utiliser son énergie à faire sa laitance, elle utilise son énergie à pousser. Et donc du coup, on se retrouve effectivement avec des huîtres qui poussent très très vite. L'huître triploïde pousse à peu près n'importe où. Du moment qu'il y a un peu d'eau, c'est bon. Ça a été le joker pour des tas de régions de France qui n'étaient pas très poussantes, qui n'étaient pas habilitées à faire de la production. Pour avoir de la production, il faut des eaux plutôt un peu fraîches, où les huîtres ont beaucoup de nutriments, beaucoup d'aliments, beaucoup de plancton. Les huîtres naturelles, quand on n'a que des parcs à Marennes-Oléron, c'est très peu performant. Et il faut 1 à 2 ans de plus qu'un bassin normal. Donc c'est trop long pour envisager une production performante. Donc il fallait qu'on fasse un choix d'une huître plus performante pour des parcs peu performants. Et la triploïde s'inscrit exactement dans ce schéma-là. Bien évidemment, c'est la rentabilité qui a primé dans l'histoire des triploïdes.
Et puis il y a aussi le fait que certains ostréiculteurs ont commencé un petit peu avant leurs voisins, et puis ça, les voisins se sont dit mais pourquoi pas moi, et à l'échelle d'un bassin, ça a augmenté considérablement les tonnages. Est-ce qu'il faut aller chercher ces huîtres dans ces grosses usines que sont les écloseries? Non. Elles allaient nous permettre de nous fournir du naissin les mauvaises années de captage, et en fin de compte ce sont des grosses machines qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est dégueuler de naissin sur le marché ostréicole français. Avant 2000, on dépendait d'une reproduction aléatoire, la reproduction naturelle, avec une courbe de reproduction qui était formidable. D'ailleurs, on avait une grosse année de production de naissin, une petite, une grande, une petite. Une année de faible production était compensée par une année de forte production et ainsi de suite. Le marché était plus ou moins régulé. Des écloseries sont venues boucher les trous, il n'y avait plus de temps mort. Les parcs étaient tout le temps pleins. Une écloserie peut faire naître des huîtres à n'importe quel moment. Les parcs étaient alimentés par des cordes de naissin à longueur de temps. Moi j'ai vu des gars doubler leur tonnage. Ça devenait ingérable. C'était évident que ça allait clasher. C'était évident. Il faut savoir que la France, le potentiel de commercialisation de l'huître est à peu près 120 000 tonnes. Et si on passe au-dessus, les prix s'effondrent, ça ne vaut plus rien. 1 kilo d'huître, c'était le prix d'une salade. 3 ans pour faire une huître, 3 mois pour faire une salade. On allait forcément dans le mur à un moment donné. C'était pas possible. De toute façon, financièrement, on tenait pas parce que les prix étaient au ras des pâquerettes. On a l'impression que les ostréiculteurs traditionnels sont des petits exploitants victimes de la triploïde. C'est pas vrai du tout, parce qu'il y a des centaines d'exploitations de la même dimension qu'eux qui, au contraire, grâce à la triploïde, sont sortis du rouge, comme ils nous le disent tous. Ça nous incitait tous à tomber dans l'huître triploïde. On devait tous aller vers une huître facile à produire pour essayer de survivre. Mais si moi je voulais rester sur mes valeurs d'huître naturelle, faire des huîtres en 3-4 ans, je m'en sortais plus. Vu que les cours se cassaient la figure, je risquais de passer à la trappe. Donc ça a été, 2007-2008 ont été des années difficiles à passer. On voit bien que les plus grosses écloseries, les 7 plus grosses écloseries sont capables de remplacer 1000 ou 1200 petites entreprises qui produisent du naissin. Si on continue dans ce sens-là, il va rester quelques supernationales à produire des huîtres uniformes. Les écloseries tendent à détruire le captage naturel et font entrer l'ostréiculture dans un cercle vicieux qui pousse chacun à produire plus vite et à moindre coût. L'huître triploïde est au centre de ce système qui dévoie l'ostréiculture et l'entraîne par le fond. J'ai entendu autour de moi des collègues qui m'ont dit « T'as de la mortalité ». J'ai dit « T'as de la mortalité ». T'as de la mortalité, on n'entendait que ça. Ça a commencé par la Corse, c'est venu à Thau, en fait ça monte. En 2008, il y a eu les mortalités qui sont arrivées en juin dans tous les bassins de France. Dès que l'eau est arrivée à 18-19 degrés, on a vu tous les lots de naissins mourir, de l'étang de Thau jusqu'à la Normandie. C'était un peu étonnant d'ailleurs de voir ça à cette échelle-là. Et depuis, on a des pertes on a des mortalités de juvéniles tous les ans à hauteur de 50, 60, 80, 90%. Ce dont on est sûr, c'est que le virus de type herpès est présent dans 100% des mortalités. On connaissait toute une liste d'agents pathogènes qui touchaient l'huître creuse, mais qui ne provoquaient pas des pathologies massives comme celles qu'on rencontre. On n'avait pas prévu l'arrivée aussi brutale d'une maladie liée à un pathogène sur l'huître creuse. Sincèrement, non. C'est la première fois où on a eu droit à une crise de mortalité qui ne touchait que des juvéniles et pas les huîtres adultes. C'était très très surprenant. Les écloseries, à mon sens, sont responsables des mortalités, puisqu'en fait, on a des écrits d'un des virologues responsables en chef, d'Ifremer, qui fait état de mortalité en 91 dans presque toutes les écloseries françaises, sur des lots de juvéniles allant de 60 à 80, voire 100% de mortalité, avec le virus OSHV1. Que je sache, l'anneau brun, qui est la maladie de la palourde, est sorti de laboratoire. À l'époque, il avait dit. C'était la concentration de palourdes et d'animaux on a créé une maladie.
Et je ne suis pas loin de penser que l'herpès virus, tout simplement, sort de ces lots d'écloserie avec des huîtres extrêmement fragilisées. On ne met pas 3 millions d'huîtres dans une bassine. Le risque, il commence là. C'est la même chose que de mettre 300 cochons dans un hangar ou 1000 vaches dans un pré. Le risque, il est là, dès le départ. Comme on travaille dans un milieu ouvert, on a fragilisé tout le milieu. Il n'y a qu'à voir, tout le monde subit des mortalités maintenant. Pour les ostréiculteurs traditionnels, il ne fait aucun doute que les écloseries sont des endroits favorables à l'apparition de pathogènes. Pour eux, les huîtres d'écloserie sont l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Des animaux chargés en virus, ils sont arrivés dans des zones où il y avait une augmentation extrêmement importante de la production, donc beaucoup trop d'animaux élevés sur les parcs. Ils sont devenus des foyers à pathogènes. Une poche qui est contaminée et qui explose en mortalité, le nombre de virus qu'elle va libérer dans le milieu va provoquer la mort de 5000 poches. Donc vous voyez. Les écloseries entraînent les ostréiculteurs à produire à outrance et ont des pratiques à risque, ce qui affaiblit l'ostréiculture plutôt que de la révolutionner. La crise continue à s'aggraver. Aux mortalités qui frappent le naissain depuis 2008 s'ajoute un nouveau phénomène. Depuis 2012, une bactérie, le Vibrio aesturianus, décime certains élevages. J'ai vu mon voisin arriver et me dit y a tout qui meurt. Mais j'ai dit comment tout qui meurt? Mais c'est des huîtres marchandes là qui meurent, je sais pas, c'est pas du naissin vu le sang. Il me dit j'ai au moins 80% de morts, tout est mort. On a vu apparaître la mortalité des huîtres triploïdes adultes. C'est mort en même temps, dans tous les bassins français. Aujourd'hui, les huîtres d'écloserie triploïdes ont l'air d'avoir du mal à finir leur vie. Donc pour les vendre, il faut qu'elles soient vivantes. Et comme elles sont en train de mourir assez régulièrement depuis le 2012, 13 et 14, ils doivent se poser beaucoup de questions en ce moment sur la triploïdie. Un article est sorti dans le Sud-Ouest, les huîtres d'Arcachon meurent. Alors là, j'ai dit non, c'est pas les huîtres d'Arcachon qui meurent. C'est les huîtres triploïdes qui ont été mises dans le milieu qui sont en train de tout claquer. Jusqu'à 80-90% de mortalité. Dès le début, c'est la triplo qui a pété. Les huîtres naturelles qui sont à côté ont cassé aussi, mais dans une proportion nettement moindre. Moi, j'ai des parcs où je suis entouré de triplo, ça ne me fait pas plaisir. Et des ostréiculteurs vous diront que dans certaines zones où il y a très peu de triplo, eh bien que ce soit l'herpès ou autre, il y a beaucoup moins de mortalité. Ceux qui sont honnêtes. Le travail des écloseries est opaque. On sait qu'il y a une utilisation énorme d'antibiotiques dans les écloseries. C'est pas moi qui le dis, c'est un écloseur. Eric Marissal en parle de lui en disant que c'est le champion des antibiotiques. On a fragilisé les huîtres. Ça, on a rendu le Vibrio aesturianus plus fort, plus résistant. Les mortalités sont le résultat très grandement des pratiques avec les huîtres d'écloserie et de tous les bidouillages qu'on s'est autorisé à faire. Si demain on dit la problématique vient des triploïdes, c'est elles qui sont la cause des mortalités, je ne me battrai pas contre ça. C'est ok, vous me l'avez avéré scientifiquement, c'est la problématique, on s'arrête, on change notre méthode de production et on s'adapte. Aujourd'hui, les scientifiques ne nous disent pas ça. Il n'y a rien qui prouve ça. Que nous dit Ifremer, seule référence scientifique pour les ostréiculteurs et responsable de la surveillance de l'environnement marin? À ce jour, il n'apporte aucune réponse concluante afin d'expliquer les mortalités ostréicoles. Pourquoi le mystère reste-t-il entier après autant d'années? Dans une crise, on analyse la crise. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et on n'a pas de réponse avec Ifremer. On est dans un déni total d'Ifremer. Pendant ce temps-là, nous, sur le terrain, on subit les mortalités. On n'a personne à qui se confier. On est baratinés depuis 2007. C'est des très bons baratineurs. Nous, on est là en train de ramer avec des pertes de cheptel, et puis on se rend compte qu'autour de nous, les gars vont pas bien. Et après-demain, ça sera nous. Ifremer, c'est une grosse pyramide. On est écouté, même voire encouragé par certaines personnes d'Ifremer à la base. Mais Ifremer, c'est une grosse maison, c'est géré d'en haut.
C'est eux qui ont balancé le produit, cette huître stérile. Ifremer ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un risque, parce que c'est eux qui l'ont introduite. Ils ont tout intérêt à ne pas responsabiliser la triploïde, bien sûr. Les confusions de genre entre l'Ifremer qui fait de la recherche et l'Ifremer qui produit aussi les tétraploïdes, c'est malsain. Et d'où la complexité, après ça, qui s'enchaîne. C'est-à-dire que l'Ifremer a des responsabilités vis-à-vis de la profession, non seulement à faire de la recherche, mais en plus à produire les tétraploïdes. Donc séparer les fonctions, certainement, c'est très très important. Ifremer a enlevé le comptage de mortalité sur le naissain du triploïde. Ifremer ne suit plus les mortalités sur les juvéniles triploïdes, qui sont quand même issus de leur technologie. On n'a plus qu'un seul résultat, qui est les naissins. On ne sait plus s'ils sont triploïdes, sauvages ou diploïdes. Alors c'est quand même pas les scientifiques qui écrivent des choses comme ça. Il y a une omerta totale de la part d'Ifremer sur la mortalité des huîtres triploïdes, qui font tout pour nier l'évidence, pour le cacher. Remettre en cause un essaim qui vient d'une écloserie, qui est donc industrielle, qui est donc économique par un scientifique, c'est très difficile. Hein. Même si tu as raison, si tu le fais, tu te fais dégommer, quoi. Tu te fais dégommer parce qu'on te dit qu'il ne faut pas dire du mal d'un truc qui est économique, donc qui est un enjeu, et si vous faites ça, vous cassez l'économie. Et donc on va contrôler la parole. Ils ont mis en place un truc de communication, un département de communication. On ne voulait pas que je communique en temps réel, et donc les triploïdes qui crèvent, il ne fallait pas le dire comme ça très haut, quoi. Ifremer, depuis les mortalités, ils nous ont menti, ils n'ont pas voulu reconnaître les erreurs, ils ont tout fait pour fausser les informations. Sans doute qu'il y a des gens qui estiment que c'est embêtant vis-à-vis des écloseurs de dire que les triploïdes sont peut-être fragiles, parce qu'ils y pensent que ça va faire beaucoup de peine aux écloseurs. Ifremer, ils sont complètement coincés aujourd'hui, complètement coincés. Ils n'ont pas de solution. Ils savent des choses, certainement ils savent des choses, mais ils ne veulent pas le dire. Depuis quelques années, certains producteurs voient leurs triploïdes devenir laiteuses, ce qui est anormal pour une huître vendue comme stérile. Les ostréiculteurs, n'ayant plus confiance en Ifremer, se tournent désormais vers des laboratoires indépendants sans implication avec les huîtres triploïdes. Aujourd'hui, les ostréiculteurs se posent des questions vraiment sur leurs animaux triploïdes. Donc nous, on est là juste pour les aider à comprendre. On observe vraiment sur différents lots de triploïdes, voir justement s'ils ont ou pas gamétogénèse. Et là, aujourd'hui, on est plus sur des lots justement qui étaient réceptionnés parce que les ostréiculteurs, en ouvrant leurs huîtres, avaient l'impression qu'il y avait une laitance plus importante. Sur cette huître-là, par exemple, on a vraiment disséqué le tissu. On a prélevé et on a regardé au microscope si on voyait ou pas des oocytes ou des spermatozoïdes. Et sur cette huître-là, qui est une triploïde, on a observé aujourd'hui que c'était une huître femelle, elle a des ovocytes, et en quantité importante. Triploid oysters are not 100% sterile. Some of them produce some gametes. We don't understand yet exactly why some triploid produce a lot of eggs, some triploid produce few eggs. We don't understand the genetics behind it. I would encourage more people studying what's the consequences if the triploid oyster reproduce in the wild. This possibility has not been studied carefully enough. On met dans le milieu un animal vivant sans aucun recul. Moi, je ne comprends pas comment le principe de précaution n'est pas appliqué pour les écloseurs qui vendent un animal qu'on met dans le milieu naturel sans savoir l'impact qu'il y aurait vraiment. On savait que, ça a été publié, que les animaux triploïdes n'ont pas une stérilité absolue. On ne pensait pas par contre pouvoir réussir aussi facilement une fécondation sur ces individus. Donc là, on est surpris des premiers résultats. La fécondation s'est faite quand même facilement. Moi, quand je vois ça, je me pose des questions. Je me dis en effet, maintenant, allons voir si ces individus ils ont une reproduction dans l'environnement. On peut craindre que si elles peuvent se reproduire dans l'environnement, qu'elles entraînent une génétique amoindrie. Mais ça, pareil, on ne sait pas du tout. Il y a beaucoup de choses à savoir encore sur les triploïdes. C'est vrai qu'on peut vraiment se poser des questions. L'organisation ostréiculteur traditionnelle, ils ont bien
Mais il y a raison de se poser des questions. Alors évidemment, le fait que ça mette la pression sur l'Ifremer fait que l'Ifremer devient encore plus opaque. Que répond Ifremer sur l'implication des triploïdes dans la crise ostréicole? Qu'ont-ils à dire sur leur manque évident d'objectivité et l'inefficacité de leurs recherches? Vous avez déjà reçu il y a 2 ans. Bon voilà, c'est pas comme si on vous avait donné aucune réponse. On en a discuté en interne Ifremer. Il nous semble que l'angle que vous avez choisi pour votre sujet ne sera pas forcément très positif pour l'Ifremer, donc on ne souhaite pas s'exposer en étant en face caméra pour répondre à vos questions. On en restera là. Nous en arrivons donc à l'amendement 220. Il est présenté par Monsieur Labbé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement vise à informer le consommateur sur l'origine et sur la variété des huîtres. L'huître triploïde prend de plus en plus d'importance sur le marché. Cette situation est extrêmement préoccupante et elle a des conséquences graves tant du point de vue économique que social et environnemental dans un secteur déjà affaibli. La simple demande, sans juger de quoi que ce soit, c'est qu'un étiquetage soit pratiqué sur ces huîtres. Je vous remercie. Le consommateur n'a aucune chance de différencier aujourd'hui une huître naturelle d'une huître triploïde. Sinon d'acheter éventuellement avec un ostréiculteur qui fait partie de notre association. On a étiqueté nos produits, huîtres nées en mer, ostréiculteur traditionnel. Cette mention d'huître triploïde ou même diploïde, d'abord ça fait un peu peur aux consommateurs. L'objectif d'information du consommateur sur le mode d'obtention des huîtres peut être atteint par un moyen moins contraignant qu'une mention obligatoire dans la mesure où les producteurs d'huîtres nées en mer peuvent alléguer volontairement sur ce type de captage naturel. C'est la raison pour laquelle le gouvernement donne un avis défavorable à cet amendement. Ils ont peur de la réaction des clients. Ils ont peur que ça fasse fuir la clientèle. En même temps, c'est une question d'honnêteté. Moi, je trouve que l'étiquetage des huîtres, c'est le minimum que l'on puisse offrir aux clients. Je pense surtout que c'est l'omerta de la profession sur ces huîtres-là qui peut nuire à la filière. Les huîtres triploïdes, marquées en tant que triploïdes, non. Aucun produit triploïde qui existe, parce que ça existe dans les fraises, dans les tomates, dans les saumons, dans tout un tas de produits. La triploïdie n'est pas un phénomène qui est apparu avec les huîtres, loin s'en faut. Donc marqué triploïde, je ne veux pas, parce que les gens ne sont pas capables d'appréhender ce nom-là. Il est barbare, forcément générateur de questions, et donc c'est tronquer déjà le regard et l'analyse du consommateur. Vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, la possibilité pour les ostréiculteurs d'utiliser la formule née en mer, naturelle, etc. Je crois que là, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne faudrait pas que ce soit une possibilité, mais bien une obligation. Parce que je trouve normal qu'on puisse savoir ce qu'on mange. Maintenant, moi, je croyais que les huîtres, elles étaient toutes nées en mer. Donc, je l'avoue, j'étais totalement ignorant en la matière. Maintenant, quand je vais aller dans un restaurant, je sais quoi? C'est des huîtres d'écloserie ou des huîtres de mer? Que je sache un peu ce que je mange. Moi, je pense que si ça avait été étiqueté, ça aurait résolu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Voilà, on n'en serait pas là. Rien ne vaut une lisibilité avec le consommateur, je pense. Après, les choses se régulent d'elles-mêmes. Je continuerai à pousser au débat ce nouveau type d'huître qu'on est obligé d'appeler triploïde parce que ce sont des triploïdes. L'intérêt de tous les ostréiculteurs serait de s'y engouffrer. Et je dis engouffrer, ce serait véritablement dommage. Maintenant, il y a un véritable lobby dans ce domaine, le lobby des écloseurs. Je tiens à le dire publiquement. Et donc, il y a lieu en face aussi que survive l'ostréiculture traditionnelle. Merci. En 2000, ou il me semble que c'est en 2000 ou 2001, on était partant pour un étiquetage de ces huîtres-là, hein, c'est clair. Mais le lobbying des écloseurs a fait ce qu'il fallait en haut lieu, et ça ne s'est pas fait. Voilà, quoi. Donc, elles ne sont toujours pas étiquetées aujourd'hui. Alors, on en parle aujourd'hui. Il faut dire que c'est un problème que j'ai eu à traiter il y a plus de 10 ans. Auprès du ministère du Budget, puisque effectivement, il y avait eu une demande de l'interprofession pour étiqueter les triploïdes. Si demain on étiquette les triploïdes, c'est fini pour les autres. Le produit est tellement bon que le consommateur, une fois qu'on lui dira ça s'en est, il achètera que ça. Et c'est déjà ce qui se passe sur les marchés. Donc ces gens-là qui ont des bonnes idées, soi-disant, il faudrait peut-être qu'ils se réveillent, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire le reste de la production.
C'est bien beau d'avoir des idéologies. Qu'un écloseur puisse penser qu'un étiquetage soit favorable à la vente du produit triploïde, mais il faut qu'ils mettent l'étiquetage en place avec nous. Il faut qu'ils nous aident. Donc leur lobbying nous intéresse à ce moment-là. Et qu'ils viennent tout de suite. J'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu plus, qu'il y ait plus de transparence, effectivement, entre Ifremer, écloserie, ostréiculteurs, consommateurs. Voilà. Moi, je suis producteur et j'ai un malin plaisir à dire à tous mes clients comment je produis, comment ça se passe. Les huîtres vendues les plus chères de France aujourd'hui, sans le citer, sur Paris, ils sont tous à manger la même huître. Et c'est une huître hors de prix et c'est des huîtres stériles à 100%. Mais les gens ne le savent pas. Si je vous amène sur un site de gros expéditeurs français producteurs, que l'on trouve un peu partout en France, voilà ce qu'on peut trouver. Ces huîtres sont élevées pendant 4 ans selon des règles strictes transmises depuis 4 générations. 9 mois après leur naissance, un séjour sur les collecteurs dans les parcs de captage, elles sont placées en poche et immergées. Voilà, effectivement, ça c'est vraiment super, c'est l'ostréiculture traditionnelle. Alors, peut-on consommer ces huîtres l'été? On va y faire un tour. Voilà. Contrairement à ce que l'on croit, les huîtres peuvent être dégustées toute l'année car leur chair n'est jamais laiteuse. Alors là, il y a tromperie, ça veut dire qu'elle est triploïde. C'est une huître qui sort de laboratoire. Et ce site laisse penser que cette huître est naturelle, c'est n'avait pas du tout. C'est mieux de jouer sur la tradition, c'est quand même nettement plus porteur actuel de la tradition que de jouer sur le laboratoire. Le laboratoire, ça n'intéresse pas grand monde, même ça fait, je pense, fuir le consommateur. Ce que je pense de ces grandes maisons qui ne produisent pratiquement que des triploïdes, tout en donnant une image de naturalité aux huîtres, je pense que c'est une hypocrisie totale. On n'est pas du tout dans le même métier. Moi, je suis producteur d'huîtres, ostréiculteur. Ces gens-là sont des businessmen. On est sur 2 planètes différentes. Le manque total de traçabilité installe un flou entre l'huître naturelle et la triploïde. Grâce à cela, cette huître modifiée accède discrètement aux plus grandes tables et aux cuisines des plus grands chefs, séduit par sa capacité à être identique en toute saison et par son absence de laitance l'été. Mais quelle huître le consommateur désire-t-il véritablement manger? L'ostréiculture est-elle capable de regarder la vérité en face pour sortir d'un système qui est en train de la détruire? De quelle ostréiculture voulons-nous pour demain? Pratiquer l'ostréiculture aujourd'hui traditionnelle en France et aller les voir au Japon et voir qu'ils pratiquent comme nous, c'est très agréable. Les ostréiculteurs japonais n'ont jamais pensé faire de l'écloserie parce qu'ils avaient des huiles naturelles. Leurs scientifiques leur indiquent que la triploïde, c'est pas tout à fait sûr du tout sur la stérilité. Ils ne veulent pas entendre d'huile modifiée. Ça, hors de question, ils veulent continuer traditionnellement ce qu'ils ont fait depuis des siècles. De savoir si l'ostréiculture japonaise est un modèle, bien évidemment, sans aucun doute. Ils ont des huîtres en pleine forme, sans virus. Pas de triploïde. Aucune triploïde. 0 mortalité. Contrairement à nous, avec notre sacré virus français. Moi, je suis un optimiste de nature et je pense que l'homme, à des moments, va réagir et tout. J'explique aux jeunes qui s'installent, je dis, vous n'avez aucun intérêt à jouer. Quand vous achetez de la triploïde, vous prenez le bâton pour vous faire battre. Il faut que vous le compreniez. L'ostréiculture de demain, moi je l'imagine avec un retour aux fondamentaux et je le vois pas autrement, quoi. De toute façon, on est sur un constat d'échec aujourd'hui, donc ça peut pas être le productivisme. On vient de voir que ça collait pas. Il faut mélanger la modernité avec le côté traditionnel. Rester sur le naturel, rester sur la saisonnalité. On n'a rien inventé depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'on va pouvoir continuer. Sinon, je pense qu'il y aura un arrêt. Je le pense au fond de moi, quoi. Je crois qu'il faut du temps. Une huître, il faut 3 ans. Il faut accepter qu'il faut 3 ans pour cultiver une huître. L'ostréiculture ne sera jamais un métier facile. Et il faut comprendre ça. Et l'huître, c'est un animal vivant et c'est pas un produit anecdotique, c'est un produit de qualité. L'huître est un produit de fête, ça se mange à Noël.
a une mission qui consiste à un peu penser pour les autres. C'est-à-dire que on est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, justement sur la base d'une sélection génétique dédiée, de produire de la protéine, tout simplement? Trouver un croisement, un hybride, une variété, quelque chose qui soit capable de faire des protéines, par exemple susceptible de faire du surimi, pour vous donner une idée. Pourquoi pas? Et à partir de là, on a un potentiel de production qui se chiffre en dizaines de millions de tonnes. Dizaines de millions de tonnes. Et ça, c'est très intéressant, c'est un enjeu d'avenir important. Donc on en est là aujourd'hui. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Inévitablement, comme ça s'est produit pour le saumon, on aura un développement industriel international de la conchiliculture. Donc si la France ne comprend pas ça, c'est dommage pour elle, mais ça se fera quand même, inévitablement. Les huîtres? Oh, j'en mangeais pas toute l'année. Et moi, les ouvrir, je suis pas très manuel. Et puis, on a découvert Fast Huîtres. Alors maintenant, quand j'ai envie de mer, je laisse faire Miguel. C'est rien à faire. Fast huîtres, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Les huîtres, c'est pour madame. Fast huîtres, c'est la garantie de...